Bonjour à tous, donc on va commencer notre séquence sur la géométrie. Il y aura 3 modules dans cette séquence, donc on aura une première vidéo sur la géométrie plane, donc la présente, une deuxième vidéo sur le théorème de Pythagore exclusivement, et enfin une troisième vidéo de test où vous aurez un peu des deux mélangés. Alors pour la géométrie plane, dans cette vidéo, je vais pas reprendre toutes les propriétés que vous avez vues depuis la sixième sur la géométrie plane. C'est un travail ça qu'on fera en classe, de toutes les manières, de reprendre toutes les propriétés, de les classer de manière correcte. Ce que je vous ai fait là, je vous ai fait 5 exos qui reprennent globalement les propriétés les plus importantes. Et ça va se passer comme ça. Donc vous avez votre énoncé. Comme d'habitude, vous allez stopper la vidéo et vous allez le faire. Et si jamais vous avez vous bloquez réellement, je vous ai mis des petits hop là, vous n'avez pas vu des petites propriétés clés en dessous qui vont. C'est des indices en fait, quelque part, c'est des propriétés que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir répondre. Donc, pour ceux qui veulent faire l'exercice sans les propriétés clés, faut stopper maintenant. Pour les autres, je vous mets l'exercice plus les propriétés clés. Et à ce moment-là, vous stoppez maintenant, sauf que je vais redimensionner hop, pour que ça rentre tout. Voilà. Vous stoppez maintenant. Allez, on corrige l'exercice 3.1. Donc soit ABC un triangle rectangle et D le milieu de BC. Ok, démontrer que les triangles ACB et CBD sont isocèles. Alors, on y va là ici. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un triangle qui est rectangle. Et comme je vous l'ai mis dans les propriétés clés, tout triangle rectangle est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre est l'hypoténuse. D'accord? Donc, simplement, hop, ça on sait, donc on sait que ABC, donc on sait, oula ça va être dramatique, que ABC est un triangle rectangle. Voilà. Il est donc inscrit dans un demi-cercle hop, de diamètre AB. Donc après, D, c'est le milieu, D étant le milieu de AB. Et donc, le centre du demi-cercle. Tout bon. Donc, on sait que c'est le centre du demi-cercle, par conséquent, c'est des rayons. Alors attendez, pour ceux peut-être qui ont un peu de mal à le voir, je vais vous rouvrir le fichier GeoGebra. Tac, collège, troisième. Hop, et c'est le premier. Voilà. Ça viendra après. Alors, regardez, hop, le demi-cercle, simplement. Bon, même, je vais vous faire un demi-cercle, c'est mieux. Ouais. Si je vous fais le demi-cercle de diamètre AB, hop, ce qu'on voit, c'est qu'il passe par C, donc ça appartient au demi-cercle, et que D en est le centre. Ce qui se passe ici, c'est que AD, c'est un rayon du cercle, CD, c'est aussi un rayon du cercle, et DB, c'est aussi un rayon du cercle. Donc ici, ces trois segments, ils sont égaux, tout simplement. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a par rapport à notre figure? Oula, mince, pardon, excusez-moi. Ce qu'on a, c'est que forcément, AD est donc égal à CD. Donc, AD égale CD. Et on a CD qui est égal aussi à DB. Point. Les triangles ACD et CDB sont donc isocèles. Voilà.
Alors, ce qu'il y a, c'est que cette propriété-là, tout triangle rectangle est inscrit dans un demi-cercle dont l'hypoténuse est le diamètre. Ça sert aussi à, bon, ça sert à prouver qu'un triangle est rectangle, parce que si un triangle est rectangle, si un triangle, donc vous connaissez pas la nature, est inscrit dans un demi-cercle, nécessairement, il est rectangle. Mais ça peut aussi vous donner des indications sur les différentes longueurs. Donc là, alors je sais pas si le logiciel va me le permettre. Là, ce qu'on a, c'est que ce côté-là, il est égal à ce côté-là, et il est égal à ce côté-là. Et donc, on a ici nos deux triangles isocèles, donc celui-là et celui-là. Tout bon pour la première question, qui n'était pas une question évidente, d'accord? Loin de là même. Mince. Hop. On passe à la deuxième. Deuxième question, déterminer la valeur de CDB. Hop, donc la valeur de cet angle-là, c'est lui que je cherche. Allez, marque. Bon, il veut pas. Tant pis pour moi. Bon, passons. Voilà. C'est toi que je cherche. Donc la valeur de cet angle-là. On est parti. Hop. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait déjà que ce triangle-là est un triangle isocèle. D'accord? Une des propriétés qu'on a sur un triangle isocèle, c'est que les angles à la base sont égaux. Donc là, ici, on va le marquer après, on le rédigera, mais ici, on a 30 degrés aussi. Ok? Parce qu'on a 30 degrés de l'autre côté. Et ce qu'on sait aussi, c'est que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Donc on va pouvoir se démerder. Pourquoi? Parce que là j'ai 30 degrés et 30 degrés. Donc les deux ensemble, ça me fait 60 degrés. En tout, je sais que ça fait 180. Donc ici, ça me fait 180 moins 60, ce qui me fait 120. Donc j'ai mon schéma dans la tête. Maintenant, il me suffit de rédiger. Donc déjà, il faut que j'explique comment j'ai trouvé 30 degrés ici. D'accord? Quelle propriété j'ai appelée. Et après, comment j'ai fait pour trouver 120 ici. Donc, le triangle, alors je vais écrire en abrégé, hein, d'accord? Le triangle, il s'appelle BCD, est isocèle, hop, en D. Donc, DCB est égal à DBC. Ok, maintenant ce que vous faites, c'est que vous notez plus l'angle A ou l'angle B, d'accord? Vous notez plus un angle qu'avec une seule lettre, d'accord? Prenez l'habitude de le faire avec 3 lettres, d'accord? Est égal à 30 degrés. Boum. Terminé. Dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait que DCB plus BDC, DC plus DBC égale 180. Donc là, ici c'est 30 et ici c'est 30. Donc je vais remplacer. On peut aller plus vite que moi, hein, bien sûr. Vous pouvez toujours aller plus vite que moi de toute façon, tant que vous êtes clair. Plus, hop, 30 égale 180. Et ici, ça nous conclut que BDC égale, donc ça nous fait 120. Tout bon? Rien de bien compliqué là-dessus, hein, par rapport à la question 1, beaucoup plus simple. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on doit bien suivre votre raisonnement. D'abord que vous avez trouvé que cet angle-là fait 30 degrés grâce à la propriété d'un triangle isocèle. Et après qu'on a utilisé que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés pour trouver qu'ici, ça fait 120. Donc là, on est bon. Alors... Hop, donc là, on enlève notre point d'interrogation, ça fait 120. Toujours très important, quand vous travaillez sur une figure, de la noter au fur et à mesure des éléments que vous trouvez. Comme ça vous facilite votre faculté à réfléchir dessus, d'accord? Et vous avez tous les éléments dessus. Petit 3, on continue. Mince. Déterminer de deux façons différentes la valeur de l'angle ADC. Bon, alors déjà, ADC,
il y a un truc qui est tout bête ici, d'accord? C'est que cet angle-là complet, il fait 180 degrés. D'accord? Donc première façon, tout simplement, c'est de dire que on a donc ADC plus CDB qui est égal à 180 degrés, qui est un angle plat. Donc tout simplement, ça nous fait que ADC plus 120 égale 180. Et donc ça nous fait que ADC égale 60 degrés. Bon, pas rien de bien méchant là-dessus. Alors, une autre façon de le faire, on va peut-être repartir ici sur notre triangle isocèle. Ici, ce que je peux conclure, c'est que cet angle-là... Allez, vas-y, marque, Bibi. Hop là, cet angle-là, il fait 60 degrés. Alors, comment on l'a trouvé? Tout simplement, parce qu'ici, j'ai 30 degrés. Ici, ça fait 90 degrés. Donc, celui-là, il fait 60. Nécessairement, celui-là, vu que c'est un triangle isocèle, il va faire aussi 60 degrés. Donc ça fait 60 et 60, ça fait 120. Et 120 pour aller à 180, parce que là, je travaille dans ce triangle-là. D'accord? Ça me fait donc 60 degrés. Voilà. Ça marche aussi, ça va être beaucoup plus long, mais on m'a demandé deux façons différentes. C'est deux façons différentes. Ok? Donc on y va. Hop, premier point. Donc ACB est égal à 90 degrés. Or, l'angle DCB égale 30 degrés. Donc, ACD est égal à ACB moins DCB. Et donc, ça me fait que ACD, oh, je vais pas avoir la place, égale 90 moins 30 égale 60 degrés. Tout bon, donc là, j'ai trouvé que mon triangle était égal à 60 degrés. Ensuite, DCA est triangle isocèle en D. Donc ACD égale CAD. Tout bon. Ensuite, la somme, donc ça c'est sigma, c'est pour la somme, d'accord? La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Ça, vous avez vu en stats normalement, d'accord? Ce signe-là, sigma, ça veut dire la somme. Vous l'avez sur Excel, vous l'avez sur plein de trucs. D'accord? C'est une espèce de E bizarre. Epsilon, on appelle ça. Donc ça nous fait que, on va y arriver, CAD plus, donc CAD c'est celui-là, plus ACD plus ADC égale 180. Donc ça nous fait ici donc 60 plus 60 plus ADC égale 180. Ce qui nous fait que ADC, on prend la version courte, égale, donc ça nous fait 60, bêtement. Et donc ce qu'on a en plus comme info, c'est vrai que j'aurais pu aller un peu plus loin sur cet exo-là, c'est que là ça fait 60. Donc ce triangle-là, non seulement il est isocèle, mais en plus tous ses angles sont égaux, donc ça veut dire qu'il est équilatéral. Tout bon. Allez, exercice 2, donc là, même stratégie. Hop, je vous l'affiche. D'accord? Ceux qui veulent le faire sans les petites aides, vous stoppez maintenant et vous vous mettez au travail. Ceux qui ont besoin d'un petit coup de main, hop, je vous le mets en plus petit. Voilà. Tout bon. Allez, à vous de jouer.
Allez, on est parti. Donc, on a une figure qui est assez complexe, qui a été repris d'un travail qui a été fait par Tanit et Judith. Donc, j'ai repris le Rexo qu'ils avaient fait ensemble et j'ai un peu modifié. Alors, on y va. Donc, on a une figure qui est assez complexe. On a plein d'informations un peu de partout dues au codage de la figure. On sait que la droite DG et la droite AC sont toutes les deux parallèles. Que E, c'est le point d'intersection de DG et de DC, excusez-moi, de BC. Oui, E, excusez-moi, le point d'intersection entre BC et DG, excusez-moi. Et on a la valeur de cet angle-là et on est dans un rectangle. Ok, on a plein d'infos. C'est parti. Déterminer la mesure de l'angle ACB. ACB. Donc c'est lui que je cherche. Donc ok, c'est lui que je cherche. Ok, donc je cherche. Qu'est-ce que je vois? Je vois ici que j'ai deux droites qui sont parallèles, qui sont celle-là et celle-là. Et que ces deux angles-là sont correspondants. Ok. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai droite parallèle avec deux angles. Si j'ai droite parallèle, les angles correspondants sont égaux. D'accord? Donc tout simplement, la valeur de cet angle-là, c'est 63,43. Ok, tout bon. Donc on y va, il n'y a plus qu'à rédiger. C'est parti, petit 1. Donc DG, hop, parallèle à AC. Point, les angles D, E, B et A, C, E sont correspondants. Donc, pardon. Donc, DEB égale ACE égale 63,43 degrés. Il est indispensable ici de dire que les droites sont parallèles parce qu'ils sont égaux uniquement si les deux droites sont parallèles. Hein, d'accord? Donc vraiment très important de signifier ici que les droites sont parallèles. Petit 2. Déterminer de deux manières différentes la mesure de l'angle DEC. DEC. Donc celui-là. Alors, bon, c'est comme tout à l'heure. On a la première manière de dire qu'ils sont supplémentaires l'un par rapport à l'autre. Donc que tout ça, ça fait 180 degrés. Donc celui-là, ça fait 180 moins 63,43. C'est bon? Donc on va simplement écrire que DEB et DEC sont supplémentaires. Hop. Donc, DEC égale 180 moins 63,43. Et donc ça me fait que DEC égale... Ça nous fait donc du 116,57 degrés. Donc ça, c'est la façon simple, d'accord? Cette propriété, il ne faut jamais la sous-estimer. Elle nous permet de déduire très rapidement un angle, d'accord? Alors après, il faut faire une deuxième manière. Alors, ok. La deuxième manière. Alors, la deuxième manière, c'est que ici, j'ai un angle droit. Donc, il va falloir que je le prouve. Mais c'est tout bête, d'accord? Ça va aller tout seul, ça. Donc là, j'ai un angle droit. Faut que je le dise. J'ai cet angle-là. Et il me manque juste cet angle-là. Et je vais travailler dans ce quadrilatère-là. Je sais que la somme des angles d'un quadrilatère, quelle que soit sa nature, parallélogramme ou pas, ça fait 360 degrés. Souvent, c'est une propriété qui est un peu sous-estimée. Somme des angles égale 180 degrés dans un triangle, ça tout le monde le sait et tout le monde en abuse et l'utilise à bon escient. Mais la marge dans un quadrilatère aussi, d'accord? Dans un quadrilatère, sauf que c'est pas 180 degrés, c'est 360. Donc on y va. Donc déjà, on va prouver cet angle droit là, parce qu'il n'est pas noté sur la figure, donc il faut que je le prouve. Et après, je vais utiliser ma formule pour trouver cet angle là. Donc on y va. Donc ce qu'on a, c'est que BG
pas BG, DG. Hop. DG parallèle à AC. Et AC perpendiculaire à AB. Donc, on a DG, ou DE même, hein, en fait, je pourrais dire. Bon, c'est la même chose, en fait. Hein. Perpendiculaire à AB. Tout bon? Alors, soit vous notez comme ça, d'accord? Au niveau troisième, je pense qu'on l'accepte, ça. Soit vous me remettez la propriété que je vous ai mis là en aide, d'accord? Si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Ça revient à ça, en fait, exactement. D'accord? On a deux droites qui sont parallèles. Il y en a une qui est perpendiculaire à l'une. Donc, elle est perpendiculaire à l'autre. Ok? Donc, comme vous voulez. Soit vous le notez de façon mathématique comme ça, soit vous répétez la propriété. Donc voilà, et ensuite je vous ai mis la petite propriété, ok, qui est ici, la somme des angles d'un quadrilatère, ça fait ça 360 degrés. Donc dans le quadrilatère, donc DECA. Alors là, c'est super important d'avoir mis ça dans le quadrilatère DECA. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, dans cette figure-là, qui est une figure complexe, il y a plein de quadrilatères, il y a plein de triangles, il y a plein de trucs. Si vous précisez pas à votre lecteur dans lequel vous allez bosser, il va pas pouvoir vous suivre. Ok, donc vraiment, il y a un truc, c'est que vous rédigez pas pour vous, vous rédigez pour la personne qui lit votre copie. Et il faut qu'il vous suive, en fait. Il faut que vous fassiez en sorte que la personne arrive sans peine à vous suivre. Donc toujours préciser dans quelle figure vous bossez. Surtout dans un truc complexe comme ça. Quand il n'y a qu'un triangle, vous allez me dire c'est pas trop la peine. Mais là, vous pouvez bosser dans tout et n'importe quoi. Donc dans le quadrilatère DK. Alors qu'est-ce qu'on a dans le quadrilatère DK? Est-ce que je peux... Non. Bon. Dans le quadrilatère DK. Donc on a CAD. On va tourner dans ce sens-là. On va d'abord faire cet angle-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Donc on y va. CAD plus ADE plus DEC plus ECA égale 360. Et donc ça nous fait que ça fait 90 plus ADE, bah, ça fait 90 aussi, plus DEC, bah, je le cherche, plus 63,43 égale 360. Ok, j'additionne tout et après je le retranche là. Donc ici, ça me fait que DEC, hop, ça va me faire donc du 116,57 degrés. Tout bon, donc on l'a prouvé de deux manières différentes. Donc on était à la question 2. Déterminer la mesure de l'angle ABC. Alors, A, B et C. Donc il nous manque, c'est cet angle-là que je cherche. Bon, alors là, c'est vraiment hyper simple. Allez, on est parti. Bon, ça c'est vraiment très très simple. Hein. D'accord? Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a notre angle droit, ça on l'a prouvé. D'accord? Donc ça c'est bien. On va se placer dans ce triangle-là. Somme des angles égale 180 degrés. J'en ai 90 là, j'ai 63,43 là, donc je vais trouver celui-là. Donc dans le triangle BDE, donc on a DBE plus BED plus EDB qui est égal à 180. Donc ça fait DBE, donc je ne le connais pas, donc je laisse. Plus BED, donc 63,43. Plus EDB qui fait 90, on l'a dit un peu plus haut, égale 180. Et donc ça me fait DBE
Alors, on y va. Donc 63,43 plus 90, ça me fait du 153,43. Et 180 moins 153,43, ça me fait du 26,27. 26,57 degrés. Ok, très bien. Donc là, j'ai... Alors, hop. J'ai 26,57 degrés. Ok, très bien. Tout bon. Bon, assez facile, hein, celle-là, hein, d'accord. Bien vous placer dans un triangle. Ici, il aurait fallu, si j'étais vraiment dans une rédaction très très pop, dire la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, donc machin machin. D'accord? Ok, toujours rappeler la règle que vous utilisez. Mais là, on est dans le but, c'est de vous les rappeler. On vous fera une vidéo sur vraiment la rédaction d'un problème. Pas d'une démonstration, pardon. Petit 3, c'est fait. Petit 4, déterminer de deux manières différentes l'angle CEG. Alors, lui là. Alors, ok. Alors, c'est lui que je cherche. Mhm. Alors, il y a plein de manières de le faire, hein. Ah, j'en vois déjà un qui est hyper simple. Toujours penser en géométrie, d'accord? Toujours penser propriétés plus simples, d'accord? Et puis après, penser à des propriétés qui sont évoluées. Ici, il y en a un qui est fait en 2 secondes, d'accord? C'est que cet angle-là et cet angle-là, ils sont opposés par le sommet. Donc ils sont égaux. Terminé. D'accord? Prenez bien votre temps de réflexion pour pas partir dans quelque chose qui est très compliqué. Vous regardez bien votre figure et normalement, vous allez trouver quelque chose de simple. Donc là, tout simple, hein, d'accord? Les angles, donc DEB et CEG sont opposés par le sommet. Donc égaux. Et donc ça nous fait que CEG égale, donc ça fait 63,43. Mince. Ça fait 63,43 degrés. Terminé. Et après, une autre manière. Allez, j'efface tout ça. Donc je crois que je vous l'avais mis, hein, deux angles opposés, ouais, ça. Je vous l'avais mis là, deux angles opposés par le sommet sont égaux. Pareil, toutes ces petites propriétés, il faut bien les ancrer parce qu'elles sont simples. Les propriétés qui sont simples, soit les premières à laquelle vous pensez. Et après, vous pensez aux propriétés de plus en plus complexes. Soyez fainéant, c'est vraiment la clé. Maintenant, deuxième manière. Alors, deuxième manière, ça va être beaucoup moins simple du coup. Alors, on va regarder comment on va faire ça. Hop, on va se prendre un peu de place. Alors, on peut pas utiliser ça. Ce qui serait bien, c'est de prouver qu'ici, une des premières idées qui me vient, c'est qu'ici, j'ai un angle droit. Ça peut être facilement prouvable parce que j'ai deux droites qui sont parallèles et puis que j'ai celle-là qui est perpendiculaire à l'une, donc qui est perpendiculaire à l'autre. Donc, trouver cet angle-droit-là, simple. Et puis, je pourrais travailler dans ce triangle-là. Il faudrait que la somme des angles, ça fait toujours 180 degrés. On tourne en rond, en fait, au final, hein, d'accord? Il faudrait que je trouve cet angle-là. Pour trouver cet angle-là, c'est assez simple. Pourquoi? Parce que je sais que le tout, ça fait 90. Donc lui, il fait 90 moins celui-là. Voilà. Après, il y a... En fait, ouais, en fait, j'en vois plein d'autres, hein, des manières. Il y en a plein, 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 hein, pour trouver cet angle-là, hein. On va faire celle-là. Mais il y en a plein, et voire même des plus simples, en fait. Bon, allez, on est parti sur celle-là, on va finir celle-là. Voilà, il y en a plein. Franchement, et des bien plus malines en plus. Je vous laisse les trouver. Et puis, si vous voulez une approbation, vous mettez dans les commentaires pour me demander si c'est bon ou pas votre méthode. Mais il y en a plein des plus simples que ce que je vais faire là. Donc, on a, toujours pareil, on a DDG, hop, DG qui est parallèle à AC, et AC qui est perpendiculaire à CG,
Hop. Donc on a des G parallèles à GC. CG, pardon. Ok, donc on a trouvé notre angle droit ici. Donc première étape. Deuxième étape, faut trouver lui. Hop, point. Deuxième point. ACG égale 90 degrés. Ça, on le sait déjà. Et ACE égale 63,43 degrés. Donc GCE égale ACG moins ACE. Ce qui fait que GCE, ça me fait donc du 90 moins du 63,43. Ce qui me fait GCE égale donc 26,57 degrés. On retrouve notre angle qui est ici en fait. Droite parallèle, angle égaux là et là. Ça doit vous dire quelque chose ça comme type de propriété. D'accord, donc il y avait peut-être plus facile. Et enfin, toujours préciser dans le triangle que je travaille, dans le triangle, et donc EGC, on a donc GEC, donc l'angle qu'on cherche, plus ECG plus CGE qui fait 180 degrés. Ok. Donc GEC, c'est celui que je cherche. Plus ECG. ECG, donc c'est celui qui fait 26,57. Plus CGE, c'est le qui fait 90. Ça fait 180 degrés. Et donc, ça me fait ici que GEC, après calcul, égale 63,43 degrés. Voilà la deuxième manière, la plus compliquée. Il y en a plein d'autres encore, et des bien plus malignes que ça. Mais je reste quand même assez persuadé que la plus rapide d'entre toutes, c'est peut-être par l'opposé, par le sommet. Vous avez vu, en une ligne, c'est fait. Et ça, on le voit vraiment. Quelqu'un qui analyse un problème de géométrie et qui prend les propriétés de la plus simple à la plus complexe, arrive des fois à faire une question en juste une ligne. D'accord? Après, ce qu'il y a, c'est que des fois, on le voit pas. Ça peut arriver. À ce moment-là, il faut trouver une autre feinte. Même s'il y a des étapes, faut pas avoir peur des étapes. On les passe les unes après les autres. Et finalement, on arrive quand même au résultat. Mais essayez de privilégier forcément la solution la plus simple. Allez, on passe au troisième exo. Alors là, il n'y a pas d'aide. Ah, il n'y a plus d'aide d'ailleurs, je crois. Ouais, il n'y a plus d'aide. Il y en a 5 en tout. Il n'y a plus d'aide, je vous mets ça en gros. Hop. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger. Allez, à vous de jouer, vous mettez en pause. Allez, on est parti. Alors, on a un parallélogramme cette fois. Dans la figure dans la figure ci-dessous. Donc, TRE, c'est un parallélogramme dont le centre c'est O. M et N appartiennent respectivement à TI et ER. Ok, TI et ER. Très bien. Ok. Donc tout bon, on a M et N, on a tout ce qu'il nous faut. Montrer que les droites ME, ok, qui sont là, ME et NI sont parallèles. Bon. Je crois que ça va pas aller bien loin. Donc on a ME qui est perpendiculaire à TR. Et NI qui est perpendiculaire à TR. Donc on a ME qui est parallèle à NI. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles. D'accord?
Donc là, citer la propriété, et c'est tout bon. Petit 2. Déterminer la nature de MINE. Alors, là, ici, on a deux droites qui sont parallèles. On a un angle de... Bon, c'est tout bête, hein. Ok. Donc, ce qu'on a, simplement, on a N qui appartient au segment ER. Hop, 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 hop. Et M qui appartient aussi à TI. Tout bon? En plus, en fait, je vous dis mon schéma, excusez-moi, ça c'était peut-être mieux de partir là-dedans. Ce que j'ai prouvé, c'est que c'est un parallélogramme, hein, il a vraiment la tête d'un parallélogramme. Comment on fait? Il y a bien plein de manières de prouver qu'un parallélogramme est qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Mais la manière la plus basique de toutes, c'est de prouver que les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Donc là, ce que je vais prouver, c'est que MI, elle est parallèle à EN. Pourquoi, en fait? Comment je sais ça? Bah, je sais déjà que TI, elle est parallèle à ER, du fait que TIRE est un parallélogramme. Donc là, j'ai MI qui est parallèle à EN. Ok, très bien. Et je viens de prouver à l'instant que ME était parallèle à NI. Donc ici, j'ai ce côté-là qui se parallèle à celui-là, j'ai ce côté-là qui est parallèle à celui-là. Donc ici, tout simplement, eh ben, j'ai mes côtés qui sont parallèles 2 à 2, donc j'ai un parallélogramme. Tout bon? De plus. Donc on a TIRE parallélogramme. Hop, hop, hop. Donc, on a MI. Hop, parallèle à EN. Tout bon? Or, ME est parallèle à IN. Donc, MINE est un parallélogramme. D'accord? Là, ce qu'il aurait fallu faire, sont rédigés de façon très correcte, c'est de dire dans le quadrilatère MINE, donc ici, hein, il aurait fallu la mettre, la propriété. Donc dans le quadrilatère MINE, les côtés opposés sont parallèles 2 à 2, donc c'est un parallélogramme. Tout bon? Ok, on continue. Donc on a trouvé que c'était un parallélogramme, super, donc ça va quand même nous aider. Et maintenant, on va regarder la question suivante d'abord. Que peut-on dire de O par rapport au segment MN? Hmm. On veut dire c'est son milieu. Bah, c'est tout bon. Ok. Alors, O par rapport au segment MN. Ce qu'on sait, c'est que on a envie de dire que c'est le milieu, mais pourquoi c'est le milieu? D'accord? Ce qu'on sait, c'est que O, c'est déjà le milieu de EI. D'accord? Donc, c'est aussi le milieu de MN. Alors, je vous rédige pourquoi. Donc, O. Mince, on va te faire un O correct. Oula! Oh bien, Bibi. Donc, on y va. O est le centre du parallélogramme TIRE. Donc, O est le milieu de EI. Ok, ça marche. Donc O, c'est le milieu de EI. Très bien. De plus, MINE est un parallélogramme. Donc, je vous rappelle que les diagonales d'un parallélogramme se croisent dans leur milieu. Donc, MN
et EI ont le même milieu. Par conséquent, O est le milieu de Mn. Tout bon. Donc je vous redonne le schéma. On savait que O c'était le milieu de EI. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que notre parallélogramme, donc MINE, c'est notre parallélogramme. Donc ce qu'on sait, c'est que EI et MN ont même milieu. Vu que O c'est le milieu de EI, bah, c'est aussi le milieu de MN. Terminé. Donc ça c'est fait. Déterminer la valeur de EMI. EMI. Ah, alors ça, ouais. On y va. Ce qu'on sait. Alors, on va procéder par étapes. Ce qu'on sait, c'est que dans un parallélogramme, les angles opposés, et hop là, sont égaux. Bon, quand tu veux, Bi. Hop. Donc là, ici, ça fait aussi 56 degrés. Ok. Alors, après, il y a une propriété qui est plus forte, mais que j'aime moins bien. Et on sait aussi que ces angles-là, ici et ici, ils sont aussi égaux. D'accord. Donc là, je travaille dans le parallélogramme MINE, en celui-là. Et je sais que la somme des angles d'un parallélogramme quadrilatère, mais un parallélogramme c'est juste un quadrilatère un peu spécial, ça fait 360 degrés. Tout bon. Mince. Alors il y a une autre propriété qui dit que dans un parallélogramme, deux angles consécutifs, la somme des angles consécutifs fait 180 degrés. Bon. Ça marche aussi, mais en fait c'est un dérivé de celle-là. Donc dans le parallélogramme, hop, MINE. Mince, j'ai oublié lui. MINE. On a donc MEN qui est égal à ENI qui est égal à 56 degrés. Tout bon. Et la somme des angles est égale à 360 degrés. Donc ça fait que MEN égale plus mince, plus donc on va tourner dans ce sens MEN, on va tourner dans ce sens là, plus ENI pardon, plus ENI plus NIM plus IME égale 360. Donc on y va, MEN ça fait 56 plus ENI plus 56 plus IME qui est égal à 360 degrés. Donc ça nous fait 100, on va y aller tranquillement, d'accord? Ça nous fait 112, donc j'ai rajouté les 56 qu'elle a, et 56 elle a, plus ENI plus hop IME qui est égal à 360. Or ENI égale IME. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils sont opposés. Ça marche. Donc ça me fait 112 plus 2 fois ENI qui est égal à 360. Donc ça me fait 2 fois ENI, hop, qui est égal à hop, 248.
Et donc ENI, oula, ça devient tout petit, qui me fait du 124 degrés. Terminé. Tout bon. Allez, on a terminé pour celui-là, il en reste plus que 2. On va faire une bonne vidéo d'une heure et demie là. 3.4. Allez, pareil, il n'y a pas d'indication, c'est à vous de tout trouver. Au boulot. Allez, on y va. Soit un triangle ABC ainsi que IJ des milieux respectifs de AB et de AC. Le but de l'exercice est de montrer que IJ est toujours parallèle à BC, ce qu'on appelle le théorème des milieux, qu'on reverra après dans l'exercice suivant. Qui est un théorème très important de. Alors, soit on le fait en quatrième, soit on le fait en troisième, c'est au choix. Nous, on a choisi de le faire en troisième, mais vous le retenez vraiment parce que ce théorème-là est très très important. Petit 1. Appelons K le symétrique de J par rapport à I et montrer que AJBK est un parallélogramme. Donc, alors on y va. On a des milieux un peu partout. Ok, et on a... Alors, on a J et K qui sont symétriques par rapport à I. Une façon de prouver, donc pour prouver qu'un parallélogramme, qu'un quadrilatère, excusez-moi, est un parallélogramme, il y a plusieurs façons. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure que les côtés opposés sont parallèles, là j'ai pas tellement d'informations de parallélisme. Donc partir là-dessus, ça me semble quand même assez compliqué. Après, ce que je sais, c'est que, ce qui paraît pas mal, d'accord, c'est que je sais que si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Or, ici, étant donné que I, c'est le centre de la symétrie entre J et K, à ce moment-là, I, c'est le milieu. Tout bon. Donc ici, je vais pouvoir prouver, allez, hop, je vais pouvoir prouver que I, c'est le milieu de JK. Et donc, ça va être I, c'est le milieu de JK, I, c'est aussi le milieu de AB. Donc, ça fait qu'ici, les deux diagonales, celle-là et celle-là, là, elles se coupent en leur milieu. Donc bingo, j'ai réussi à montrer que AJBK, c'est un parallélogramme. Allez, j'ai mon plan d'action, c'est tout bon. Donc, K est le symétrique de J par rapport à I. Donc, I milieu de KJ. C'est une propriété directe de la symétrie centrale, ça. Donc, I milieu de KJ. Et I milieu de AB. Donc, le quadrilatère, on l'appelle toujours quadrilatère parce que pour l'instant, on ne sait pas que c'est un parallélogramme. AJBK a ces diagonales qui se coupent en leur milieu. Leur milieu. Hop. Leur milieu. AJBK. Et donc un parallélogramme. Terminé. D'accord, toujours bien penser à cette propriété-là. Diagonale qui se coupe en leur milieu égale parallélogramme. Ok, c'est fait pour la première question. Petite question 2. Montrer que AJ, il est où? AJ égale KB. Bon, ok. Super. On sait déjà que c'est un parallélogramme, donc ça va être super facile de faire ça. Et que KB égale JC. Bon, vraiment super facile celle-là. On y va. Ce qu'on sait, c'est que AJBK est un parallélogramme. Donc directement, vous pouvez dire donc AJ égale KB.
Bim. Donc ça, c'est fait. Et après, on a que... donc on a ce côté-là. Ah bah c'est tout bête. Et après, on a J milieu de AC. Donc, AJ égale JC. Par conséquent, KB égale JC est égal à AJ. En fait, tout le monde est égal à AJ. Donc, on a cette égalité-là. Vraiment super basique cette question-là. Petit 2. Petit 3, excusez-moi. Montrer que KJCB, donc KJCB, c'est un parallélogramme. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà ces deux côtés-là qui sont égaux. Ok. Donc, on était où? Pardon, excusez-moi. Donc, on sait que ça, c'est un parallélogramme. D'accord? Donc, on sait que ce côté-là et ce côté-là sont égaux. Donc, on a les droites BK et JC qui sont parallèles. Ça, tout va bien. Parce que ces trois points-là sont alignés. D'accord? On va le rédiger, ça. Donc, on a le parallélisme entre ce côté-là et ce côté-là. De plus, ils ont même longueur. Donc, du coup, ça, c'est un parallélogramme. Ok? Donc, on y va. A, J, C sont alignés. Alignés car J, milieu de AC. Ok? De plus. On a A, J, B, j'ai oublié le B. Hop là. A, J, B, K, parallélogramme. Donc, on a AJ parallèle à BK. Par conséquent, on a JC parallèle à BK. Ok. On a prouvé donc le parallélisme entre JC et BK. On sait que JC égale BK. Donc on a parallèle et égaux. Donc KJCB parallélogramme. Tout bon? Je vous rappelle que dans un quadrilatère, si vous avez deux côtés opposés qui sont égaux et parallèles, alors votre quadrilatère c'est un parallélogramme. Tout bête. En déduire que, et bah c'est fini en fait, hein, d'accord? En déduire que IJ et BC sont parallèles, là ça va être tout bête. C'est juste la conclusion. Donc 4. On a, ça c'est un parallélogramme. Donc forcément on a KJ qui est parallèle à BC. Or, K, I et J sont alignés, donc IJ il est forcément parallèle à BC. Donc on a K, I et J alignés, car I milieu hop, de KJ. De plus, KJCB parallélogramme. Donc, KJ parallèle ABC. Par conséquent,
Par conséquent, IJ parallèle à BC. Bingo. Terminé. Allez, le dernier. C'est parti. Alors, je vous ai remis le théorème des milieux ici, parce qu'on va en avoir énormément besoin dans ce dernier exercice. Donc, on va se le relire ensemble. Dans un triangle, si une droite passe par les milieux des deux côtés, alors elle est parallèle au troisième côté. Je vous fais un petit schéma rapide pour vous expliquer. Mais c'est ce qu'on vient de voir en fait ensemble. Donc, si je prends un triangle quelconque, alors ça va être formidable le dessin, vous êtes prêts? Hop là. Tac. J'ai un triangle ABC. Si je prends I, qui est le milieu de AB, et J, qui est le milieu de AC, alors forcément, la droite IJ, elle est parallèle à la droite BC. Tout bon ça? Ensuite, la réciproque. Dans un triangle, si une droite passe par le milieu d'un côté et est parallèle au deuxième, alors elle coupe le troisième dans son milieu. C'est tout bête, ça, si je prends un triangle, hop, hop, et hop, oula. Bon, j'ai I qui est le milieu de hop, A, B, C. Si je trace la parallèle à BC qui passe par I, hop, le point d'intersection ici entre AC et cette droite, donc je vais appeler J, il sera forcément le milieu de AC. Tout bon. Alors, n'hésitez pas à abuser de cette propriété pour faire l'exercice 3.5. Allez, à vous de jouer. Donc on y va, 3.5. Allez, petit 1, on va sur l'air d'abord l'énoncé, soit ABC un parallélogramme de centre O. Donc déjà, ok, ça c'est le centre, donc c'est le milieu de ça et de ça. Hop, hop. Bon là je vais pas coder parce que mais c'est aussi le milieu, je le sais parce que j'ai plein d'autres trucs. Soit I le milieu de AB. I le milieu de AB. Hop, hop, hop. Ok. Et J le milieu de CD. Hop, 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 hop. Bon, pour l'instant, je code différemment, mais je sais qu'en fait, c'est égaux. D'accord? On verra ça un peu plus tard. E, le point d'intersection. Ok. Et F, le point d'intersection entre ces deux droites. Super. Ok. Démontrer que AICJ est un parallélogramme. AICJ. Donc, c'est celui-là. Hop là. Celui-là. Celui-là. Et celui-là. Alors, je sais déjà que le gros, c'est un parallélogramme. D'accord? Donc, je sais déjà que cette droite-là et cette droite-là sont parallèles. Ce qui me reste juste à prouver, c'est qu'en fait, que ces deux côtés-là, ils sont égaux. Celui-là et celui-là. En fait, c'est tout bête. Hein, d'accord? Vu que je sais que c'est un parallélogramme, le gros là. D'accord? Je sais que AB et CD font la même longueur. D'accord? Donné qu'ils font la même longueur, leur moitié, parce que AI, c'est la moitié de AB. Et ben la moitié de AI sera aussi égale à la moitié de CD. Donc j'aurai CJ qui sera égal à AI. Allez, il ne me reste plus qu'à rédiger ça. Et c'est tout bon. Hop, 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 hop. Donc on y va. A, B, C, D est un parallélogramme. Donc, AB égale CD. I milieu de AB. Donc, AI égale 1 demi de AB. C'est la moitié quoi. J milieu de CD. Donc CJ, on va prendre. CJ égale 1 demi de CD. Donc AI égale CJ. On va même rajouter un truc. Donc AB égale CD. Et là, ici, on va mettre donc et AB
parallèle à CD. On peut utiliser les deux propriétés en même temps. Hop là. Par conséquent, il faut dire qu'ils sont alignés. Bon, je vous le dis à l'oral parce que j'ai la flemme de l'écrire. Même pas besoin. Si, il y a besoin de dire. Il faut dire que A, I, B sont alignés parce que I est le milieu de AB et que C, J, D sont aussi alignés. Bon, par conséquent, on a AI parallèle à CJ et AI égale CJ. Donc, AICJ est un parallélogramme. Toujours pareil, pourquoi? Parce qu'on a deux côtés opposés qui sont parallèles et de même longueur. Tout bon, donc on a répondu à la question 1. C'est fait. Démontrer que E est le milieu de BF. Alors, E, c'est le milieu de BF. Alors, il faut se positionner correctement. Ici, j'ai deux droites qui sont parallèles. Bah, c'est tout bête, hein. Là, c'est le théorème des milieux, hein. C'est parti, hein. On a I, on va se positionner dans le triangle ABF. Donc, celui-là. D'accord? On a ces deux droites-là qui sont parallèles. Pourquoi? Parce que je viens de prouver que c'est un parallélogramme. D'accord? Je viens de prouver que le gros, là, est un parallélogramme. Donc, j'ai bien IE qui est parallèle à AF. I, c'est le milieu de AB. D'accord? Donc, ce qu'on a dit, c'est la réciproque. Hein, d'accord? C'est que là, forcément, vu que j'ai une droite parallèle qui passe par le milieu d'un côté, elle va taper l'autre côté en son milieu. Donc, on va se rédiger ça. Donc, déjà, ce qu'il nous faut, c'est le parallélisme. Donc, petit 2. On a I, C, J, A est un parallélogramme. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Donc IC est parallèle à AJ. Ensuite, on a I, E et C alignés. Et A, F, J alignés aussi. Donc, on a IE parallèle à AF. Voilà. Maintenant, on se place dans le triangle BAF. Donc, dans le triangle BAF, qu'est-ce qu'on a? On a I milieu de AB et IE parallèle à F. Super important de se placer hein, pour votre lecteur. Hein. D'accord? IE parallèle à F, d'après le théorème des milieux. Oula mince. C'est même la réciproque en fait. Hein. D'après la réciproque du théorème des milieux. D'après la réciproque du théorème des milieux. Oui, ça. E est le milieu de BF. Tout bon. Donc E est le milieu de BF. Donc là, tac. Hop. Ça marche. Maintenant, petit 3, et on a terminé. Mince. Hop.
Petit 3. Démontrer que DF, alors DF il est où? Il est là. Montrer que DF égale FE est égal à EB. Donc déjà on a l'égalité entre BE et EF, ça roule. Ce qui nous manque c'est l'égalité avec cette dernière-là. Donc si on arrivait à prouver que F était le milieu de ED, ça serait pas mal en fait, hein. D'accord? Ouais, c'est ça. On va essayer de partir là-dessus. Si on prouvait que F est le milieu de ED. J'ai le droit de parallèle là. Ouais, je l'ai. Ça, c'est parallèle à ça. Ça, c'est le milieu. Donc, c'est le milieu. Ça roule. Là, la grosse difficulté, c'est de savoir dans quelle figure se placer, en fait, quand vous avez un exo comme celui-là. D'accord? Alors, volontairement, je ne les fais pas avant, ces exos, pour chercher en même temps que vous, en fait. Là, l'idée, c'est que je suis parti sur le truc, me dire, ok, j'ai déjà l'égalité entre ça et ça. Ok? Il me reste juste à prouver que ça soit égal au reste. Donc, je me dis, je vais peut-être essayer de piquer la même méthode. Et je me dis, si j'arrive à prouver que F, là, c'est le milieu de ED, eh ben, c'est gagné. D'accord? C'est gagné parce que j'aurai l'égalité entre ça et ça. Et donc la triple égalité entre ça et ça. Tout bon. Et après, c'est de se dire, ok, dans quel triangle je vais bosser. Alors, je vois bien que c'est le théorème des milieux là qu'on me demande. D'accord? Donc j'ai J que j'ai pas encore exploité. D'accord? Par rapport à I qui est là. Et je sais que cette droite-là et cette droite-là sont parallèles. Donc dans ce triangle-là, ECD, j'ai J qui est le milieu de EC. J'ai EC et FJ qui sont parallèles. Donc F, c'est aussi le milieu de ED. Bon. Donc vraiment, le gros du boulot, ça a été de trouver dans quel triangle j'ai bossé. Donc dans le triangle ECD. Donc qu'est-ce qu'on a? EC est parallèle à FJ. Et J, c'est le milieu de DC. Donc voilà, c'est terminé, hein. Donc, enfin, pas donc, d'après, hop, d'après la réciproque du théorème des milieux, d'après la réciproque du théorème des milieux, F, milieu de ED. Donc, EF égale FD. Or, on a déjà E milieu de FB. Donc, EB est égal à EF. Par conséquent, on a notre triple égalité et on a terminé. Par conséquent, EB égale FD égale EB. Terminé. C'est tout bon. Alors, moi, ce que j'ai à vous conseiller réellement sur la géométrie, c'est de jamais lâcher le morceau, surtout quand vous êtes en exercice d'entraînement. Vraiment, c'est d'y passer le temps qu'il faut. C'est-à-dire que si vous devez galérer un quart d'heure, 20 minutes sur un exo, galérer un quart d'heure, 20 minutes sur un exo. C'est vraiment très important. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça et finalement en trouvant ou en exploitant plein de pistes, votre niveau en géométrie va monter petit à petit. D'accord? Et c'est en faisant ce genre d'exercice-là qu'à la fin, vous allez y arriver. Donc, pensez pas que, pensez pas que ça se fait sans galère, la géométrie. C'est pas possible. La géométrie, par essence, c'est de la galère. Donc, il faut chercher, 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 chercher. Et puis de plus en plus, vous allez devenir de meilleur en meilleur dans justement cette activité de recherche et de passage en revue de chacune des propriétés, etc.
Mais si vous lâchez tout de suite le morceau, votre niveau va pas augmenter, vous allez vous faire finalement dépasser, petit à petit par la géométrie et ne jamais y arriver. Donc là, vous avez même si ça a jamais été vraiment votre truc, vous avez largement le temps, vous êtes à un niveau où vous avez largement le temps de pouvoir rattraper ce retard. Mais ne lâchez rien, d'accord? Vraiment ne lâchez rien, soyez toujours en recherche. Bon allez, bon courage à vous!